Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Avec vous au quotidien. Dernier numéro de l'année pour notre émission en partenariat avec la Chambre des notaires de l'Ouest qui s'intéresse chaque mois au sujet de la vie de tous les jours. Et en voici un qui vous préoccupe particulièrement, celui de l'immobilier. Et on se penche aujourd'hui sur le marché du neuf, un marché un peu à la peine mais qui ne manque pas d'atouts. Vous le verrez grâce à nos deux invités ici présents sur le plateau. Nolwenn Lamkarmarek, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers de Bretagne. Et en face de vous, Cyril Blanchard, bonjour. Bonjour. Premier vice-président de la Chambre des notaires de l'Ouest. Alors avant de vous entendre tous les deux, je vous propose qu'on écoute les réactions de personnes croisées dans la rue et qui réagissent à cet immobilier, à ce marché du neuf ancien, leur cœur balance. Écoutez. Ancien. Alors pourquoi? Pour l'authenticité. Parce que les pièces étaient grandes, les appartements étaient bien conçus. Là, on rénove une vieille maison et d'un point de vue énergétique, elle va être aussi propre, aussi bien faite qu'une maison moderne. Écoutez, j'ai l'expérience. J'ai quitté le centre-ville rue de Dinan, pour ne pas citer, donc dans l'ancien, qu'on avait rénové. Et on a eu l'occasion ou l'opportunité de trouver du neuf. Mais il y a eu quand même beaucoup de déboires dans du neuf. Il faut surtout faire très attention quand on achète du neuf. Il faut tout vérifier. Tout. L'avantage du neuf, allez, on va dire les garanties qui sont attachées au bien, c'est-à-dire les décennales et les dommages ouvrages. C'est que systématiquement, il y a un garage qu'il n'y a pas toujours dans les autres appartements. L'isolation peut-être pour certains appartements ou maisons, mais moi je préfère vraiment l'ancien. Donc. Tout ce qui est ancien et tout ce qui est neuf, c'est très très cher. Les évolutions ne vont pas dans le bon sens, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Qu'est-ce que vous inspire ces réactions, Cyril Blanchard, pour démarrer ? Le neuf présente quand même beaucoup de qualités puisqu'on est sur un bâti qui répond en fait aux dernières normes qui sont exigées par les pouvoirs publics et puis les promoteurs se sont bien évidemment emparés de ces nouvelles normes. Donc on a un bâti de qualité qui est économe en énergie. On a également effectivement du stationnement qui est toujours prévu avec un logement. Et puis on a des garanties, on va en parler tout à l'heure, avec également un prix fixe. Et donc là, il n'y a pas de mauvaises surprises par rapport à un bâti ancien qui pourrait présenter des défauts dont on ne se rend pas compte au premier coup d'œil, ni même après l'achat. Nolwenn Lamkarmarek pour compléter. Oui, alors moi je suis partie pris forcément, mais c'est vrai que notamment on voit bien avec les crises énergétiques la question des normes environnementales sont particulièrement prégnantes. Donc ces atouts-là, ils sont indéniables, neuf versus ancien. Pour le coup, il n'y a pas débat. Voilà, on va peut-être faire un état des lieux de ce marché de l'immobilier du neuf. On ne va pas se le cacher, il n'est quand même pas au mieux de sa forme. Vous dites même que c'est un marché au ralenti, Nolwenn Lamkarmarek, c'est-à-dire ? Oui, alors on en parle régulièrement. On est effectivement dans un marché qui est en crise depuis 2022, un marché qui est multifactoriel, dans un gouvernement en plus qui n'est pas simple, avec une majorité qui ne permet pas de prendre des mesures tout à fait à la hauteur des enjeux. Donc effectivement un marché qu'on constate encore au ralenti. Un premier trimestre, selon l'Observatoire du logement neuf Auréal, qui évolue de 5%, donc par rapport au premier trimestre 2025, donc c'est positif. Ouais, un signal positif toujours. Qui est à contre-courant par contre de ce qui se passe ailleurs en France. Donc voilà. En Bretagne, on s'en sort mieux, c'est ça? En Bretagne, on s'en sort mieux depuis le début dans cette crise. On est arrivé plus tard dans la crise. On a moins ralenti, on redémarre aussi avant les autres. Néanmoins, on n'est pas à la hauteur des enjeux. On a aujourd'hui un besoin en Bretagne de 23 000 nouveaux logements par an. C'est pas nous qui l'avons déterminé, ce sont les chiffres qui sont liés à la démographie, à l'attractivité du territoire, mais également au vieillissement de la population qui ont d'ailleurs un critère versus ancien, besoin de logements adaptés. Et c'est aussi lié à la décohabitation. La décohabitation, c'est une séparation, un divorce. Donc tous ces besoins-là cumulés, on est sur 23 000 logements. Là, sur le premier trimestre, on les a atteints en mise en chantier sur les 12 mois, mais on avait pris beaucoup de retard et on sait que dans notre métier, le retard, on ne le rattrape pas. Comment on peut l'expliquer, cette panne? Parce qu'on sait que les attentes, elles sont là. Du côté des territoires, vous le disiez, la démographie, on attend beaucoup de Bretons, futurs Bretons à venir s'installer. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas?
En fait, ce qui nous manque le plus, c'est les investisseurs. Les investisseurs, surtout sur un marché comme le nôtre, était vraiment un marché d'équilibre. C'est-à-dire que les investisseurs, ils ont globalement été là entre 45 à 55% des ventes étaient réalisées par ces investisseurs. Des gens qui achètent pour mettre ensuite en location. Exactement, En fait. voilà, tout à fait. Des investisseurs privés. Ça nous permettait d'avoir la précommercialisation. Ça nous permettait aussi de répondre à des enjeux de location qui sont particulièrement prégnants maintenant que cette crise s'est installée et que du coup le nombre de logements mis à la location n'est pas suffisant. Donc c'est effectivement ce recul des investisseurs. Après, on a certains achats aussi qui sont liés à des reventes dans l'ancien. Et on vend l'ancien, on achète du neuf. Voilà. Bon, comme le marché de l'ancien est aussi un peu grippé, on a des difficultés. On a évidemment l'augmentation des taux. C'est autant qu'il faut réussir à se faire financer. Et puis, on est tous d'accord pour le constater, on a des prix de production de nos logements qui sont chers, qu'on n'arrive pas à baisser. Or, si effectivement la crise doit bien nous enseigner quelque chose, c'est que si on avait pu baisser nos prix, on n'est pas maso, on l'aurait fait. Donc en fait, les prix de vente sont vraiment le reflet du prix de revient. Et aujourd'hui, on a effectivement cette difficulté. On arrive à cibler à peu près toutes les populations. Donc du coup, c'est ce qui explique le ralentissement. Est-ce que, Cyril Blanchard, vous constatez, vous faites ce même constat, vous, dans vos études, avec vos clients, sur finalement cette panne du marché du neuf? Alors tout à fait, on constate, il y a eu une panne effectivement après la période, on va dire, active, post-Covid, où il y a eu plus de production de logements, plus d'investisseurs également à aller sur le marché, qui étaient soutenus par des dispositifs fiscaux, qui, pendant un temps, effectivement, se sont arrêtés. Tout cela cumulé avec la hausse des taux assez forte, effectivement, et très rapide. Tous ces facteurs cumulés font qu'effectivement, il y a un certain, comment dirais-je, une certaine grippe. De ce marché. Les rouages sont un peu bloqués. Donc, moins de signatures, effectivement, sur des programmes neufs, moins de réservations, moins de signatures, avec aussi des investisseurs qui sont sortis, effectivement, du marché, parce que prix de revient pour les promoteurs trop élevé, donc prix de vente forcément en conséquence élevé. Donc retour sur investissement, retour pas sur forcément investissement beaucoup plus long, Ouais. Pas de mesures fiscales qui viendraient, comment dirais-je, inciter les investisseurs à se positionner. Donc on est sur un marché qui redémarre, c'est vrai, avec pas mal de primo-accédants, il faut le constater. Et les primo-accédants, donc les jeunes, s'intéressent au neuf, parce qu'ils ont la perspective d'être livrés à horizon peut-être 12 mois. Et puis, ils empruntent aujourd'hui à des taux, ma foi, qui sont supportables, même s'ils sont plus élevés qu'il y a encore quelques années. Mais ceux-là, ils ne pouvaient pas y prétendre à l'époque. Mais les primo-accédants sont là, participent à ce redécollage du marché. Ils ont des aides aussi, on parlera des aides, dispositifs bien fiscaux, sûr, effectivement attractifs aussi pour eux. Donc ça fait partie effectivement des arguments. Juste quand même, parce qu'on ne peut pas dire que l'ensemble du territoire breton soit logé à la même enseigne. Par exemple, dans le Finistère Sud où vous exercez, Maître Blanchard, le résidentiel c'est un peu compliqué, mais par exemple sur les immeubles de bureaux, ça va plutôt pas si mal. Voilà, effectivement, c'est pas significatif évidemment de ce qui se passe au niveau régional. Il y a des disparités. Il se trouve qu'effectivement, à l'endroit où j'exerce, les immeubles de bureaux sortent, trouvent acquéreurs, et il y a une certaine dynamique. Mais encore une fois, c'est vraiment très localisé et c'est pas très révélateur de ce qui se passe partout sur la région Bretagne. Oui, vous confirmez, Nolwenn Lamkermarrec, sur le bureau, il y a quelques difficultés quand même. Oui, tant mieux si ça se passe bien à Quimper. Non, mais globalement, on est dans une conjoncture macroéconomique qui n'est pas extrêmement favorable. Donc, on voit bien que et ça vaut pour le logement et ça vaut évidemment pour l'entrepreneuriat, on a besoin de confiance, on a besoin de stabilité, on a besoin d'avoir une vision claire, on a besoin d'avoir beaucoup de choses qui nous font défaut par les temps qui courent. À noter quand même qu'effectivement, le constat sur le résidentiel, il est que c'est compliqué dans les grandes métropoles, un petit peu moins dans les territoires. Comment ça s'explique ? Oui, on voit effectivement que la part en fait, des ventes sur la métropole rennaise, typiquement, pour prendre celle-ci, mais ça vaut pour les grandes agglomérations, a chuté au profit
du reste de la Bretagne. Donc ça s'explique, alors, mais dans des proportions qui sont significatives, hein, parce qu'en 2019, la métropole rennaise représentait 42% des ventes. Au premier trimestre 2026, elle n'en représente plus que 29%. Ah oui, donc on a effectivement une chute, alors qu'elle y est, on l'évoquait, avec un marché qui était notamment porté beaucoup par les investisseurs, mais aussi en fait moins de contraintes sur les autres territoires. Donc à la fois, nous, ce sont des territoires que l'on regarde parce que il faut bien qu'on s'aère aussi un peu la tête et qu'on aille voir dans ces territoires un petit peu plus éloignés des villes. Les élus veulent exactement. Donc profite aussi de ce regard nouveau sur ces territoires qui ont évolué entre-temps et qui sont devenus aussi plus attractifs. Et puis on arrive à avoir des prix aussi qui sont du coup moins élevés sur ces territoires-là, qui sont moins contraints. Plus raisonnable. Alors une fois ce constat dressé, et c'est d'ailleurs donc l'objet de cette émission, hein, on va parler des opportunités liées à l'achat dans le neuf, et il y en a, et pas des moindres. On en a déjà évoqué quelques-uns, mais je pense notamment à ce que vous disiez en introduction, Cyril Blanchard, la qualité du bâti, les matériaux utilisés, les modes de construction, la performance énergétique. Alors pour nous rendre un peu plus compte de tout cela, eh bien, je vous propose un coup de projecteur sur une résidence sortie de terre en 2025 au Reux, près de Rennes. Elle a remporté d'ailleurs un prix de l'innovation décerné par les professionnels de la promotion immobilière. C'est un reportage signé Émilien Bernard. Les jardins Midori, pour la couleur verte en japonais. Dans le quartier de la Trémelière, cité jardin voulu par la ville du Reux, ce programme a été pensé en inversant la réflexion. Ce n'est plus l'environnement qui s'adapte au bâtiment, mais l'inverse. Il y avait ce grand repère qui était le chêne qu'on voulait conserver, avec un enjeu d'être quand même très aéré, très piétonnier. Il y a des allées piétonnes de part et d'autre. Et donc on a plutôt pensé le jardin, et de là on a fait pousser 2 bâtiments. Pas de sous-sol, mais un parking ouvert au rez-de-chaussée, une fresque murale de l'artiste rennais Mioche, des équipements sportifs et culturels à proximité, autant d'arguments qui expliquent la commercialisation réussie de ces biens. Alors, on a un profil d'acquéreurs plutôt équilibré entre les investisseurs et les résidents principaux. L'environnement a une place de plus en plus importante dans le critère d'achat d'un bien, et les espaces extérieurs sont aussi devenus des incontournables. Mais l'avantage du neuf reste la sobriété, avec une anticipation sur les réglementations à venir. Construction en ossature bois, matériaux biosourcés, chaudière bois et surtout surisolation. On a surisolé le bâtiment dans une démarche double d'être bien chez soi. Donc ça veut dire qu'on est extrêmement bien isolé pour l'hiver, mais aussi ça permet de garder un peu de fraîcheur l'été. À la clé, confort durant les grosses chaleurs, mais aussi économie en hiver. Les programmes neufs de ce type sont attractifs parce que derrière, c'est générateur d'économie, notamment dans on va dire un coût global auquel on associe donc le coût d'acquisition, mais aussi le coût d'usage. Un calcul à long terme qui semble séduire les acheteurs. Les 32 appartements ont ainsi tous trouvé preneur. Voilà pour ce reportage. Alors, c'est vrai qu'on voit un bâtiment qui est de grande qualité, avec des normes environnementales qui font que, d'un côté, elles sont contraignantes, mais elles permettent finalement d'avoir des bâtiments neufs qui sont finalement très agréables à vivre, et plus que l'ancien, hein, globalement, Nolwenn Carnarec. Oui, alors effectivement, ces normes environnementales, c'est une opportunité avant tout. On avait de grands progrès à faire et on les a fait entre la RT 2012 et aujourd'hui la RE 2025. On a révolutionné notre mode de construction avec des exigences et des matériaux qui font finalement que la France est à la pointe de la construction en Europe. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce qu'il faut mesurer le chemin parcouru et comprendre aussi l'évolution effectivement de la production de neuf pour avoir aujourd'hui des logements qui sont extrêmement performants. C'était nécessaire, c'était même indispensable, et on le voit au regard, comme je disais en introduction, des différentes crises énergétiques, et on le voit aussi avec l'accélération du changement climatique qui nous rappelle combien ces éléments-là sont prégnants. Là où ça devient compliqué, c'est quand on va au-delà des contraintes du moment, avec des exigences qui s'accumulent et qui, à un moment donné, deviennent une to-do list qui nous éloigne trop de notre cible de clientèle, parce que
pour le coup, Ça chaque fois rajoute qu'on des coche, surcoûts, c'est ça? on a des surcoûts, on a des complexités architecturales. Et donc, c'est là où il faut aussi trouver le point d'équilibre et savoir à un moment donné apprécier déjà la qualité de notre bâti et se dire que s'il y a un enjeu pour l'avenir, c'est la rénovation de l'ancien, plus que de continuer à surajouter des normes dans le neuf, ni nous, même si nous allons continuer malgré tout à évoluer, à progresser. Et à rester quoi qu'il innovant arrive. sur ce sujet-là. On peut toujours faire mieux, effectivement, on imagine. Cyril Blanchard, je voudrais qu'on fasse une petite incursion sur le rôle du notaire, finalement, auprès, aujourd'hui, des acteurs de la promotion immobilière, parce que, en fait, ce sont des programmes qui sont quand même assez complexes à mettre en œuvre. Absolument. Alors, il faut savoir que nous sommes là à l'origine lorsque le promoteur signe une promesse de vente pour réserver un terrain et pour ensuite, une fois le permis obtenu et purgé, et lorsque sa garantie financière sera obtenue, eh bien, démarrer sa commercialisation et puis signer les ventes. Donc, on est là à l'origine. On fait l'audit du terrain, l'audit juridique, où on vérifie évidemment sa situation, ses servitudes éventuelles. On s'assure évidemment que le programme pourra aller à son terme. On rassure aussi les clients qui sont le plus souvent même si ça peut être des personnes morales ou des collectivités, ce sont souvent des particuliers qui cèdent leur foncier, bâti ou non, aux promoteurs. Donc on est là pour leur expliquer qu'une opération de promotion, ça dure dans le temps. Le promoteur, malgré tous les efforts qu'il va mettre en avant pour obtenir le lancement de son opération, va se heurter avec des allers-retours avec les services instructeurs du dossier, va évidemment batailler auprès des assureurs et des financiers pour leur montrer la viabilité du projet. Donc nous, on est là pour faire patienter et expliquer aux clients que parfois, il faut donner encore un peu plus de temps que prévu aux promoteurs. Et ensuite, lorsque, évidemment, le programme se lance, on est là aussi pour expliquer aux clients acquéreurs que on est face à un promoteur qui présente toutes les garanties nécessaires en termes assurantiels, parce que l'ouvrage va être garanti pendant une période de 10 ans. Le promoteur, il a signé avec un prix qui est fixe, quel que soit donc le coût d'augmentation du coût de production et bien de la construction. C'est l'affaire du promoteur et pas du client, donc il est protégé. Il paiera la même chose que ce qu'il a signé. Il paiera strictement la même chose que ce qui avait été prévu un an avant. Il n'y aura pas d'augmentation. On prévoit un calendrier de livraison qui devra être respecté, sauf cas de force majeure. Et on prévoit bien évidemment, et ça c'est indispensable, la garantie financière d'achèvement qui est très contraignante pour le promoteur, mais qui est vraiment le gage que le client sera bien livré d'un produit fini qui correspond à sa notice descriptive, qui correspond également aux plans qui ont été signés. Et c'est extrêmement important en ces temps où on voit aussi beaucoup de défaillances, de gens qui font construire des maisons et où il y a des faillites, des choses comme ça. Pourquoi je vous pose la question? Tout simplement parce que finalement, c'est gage de sécurité. On parlait d'opportunité, ça c'est un vrai argument de l'achat du neuf. On est sur des choses qui sont extrêmement cadrées, sûres. Extrêmement cadrées, extrêmement sûres, extrêmement performantes en termes de matériaux de construction, de coûts de construction, de robustesse dans le temps. Et effectivement, quand on paye un prix, certes, on le paye un peu plus cher que le neuf, mais on n'a pas la mauvaise surprise, de l'ancien, et on n'a pas la mauvaise surprise de trouver quelque chose dans l'ancien dont on ne s'est pas rendu compte au moment de la signature de l'acquisition. Je voudrais qu'on poursuive en parlant des avantages fiscaux dont on peut bénéficier, parce qu'ils sont non négligeables, notamment le fameux statut du bailleur privé, dispositif Jean Brun qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en dire un mot? En quoi ça consiste exactement? Alors, le dispositif Jean Brun ou statut du bailleur privé, c'est une nouveauté de la loi de finances pour 2026. Ça s'applique, on va faire juste un focus sur le neuf, puisque c'est l'objet, si vous voulez, de notre table ronde aujourd'hui, mais pour tout permis de construire qui est obtenu à partir du 21 février 2026 jusqu'au 31 décembre 2028, donc c'est pérenne dans le temps, ça ne sera pas remis en cause, eh bien, ce dispositif permet d'acquérir avec un amortissement du prix, si vous voulez, 80% du prix, avec la contrepartie d'un engagement sur 9 ans de louer à évidemment un loyer qui est plafonné avec des conditions de ressources également qui sont fixées par la loi. Pour la résidence principale. Pour la résidence principale du locataire. Donc c'est un dispositif fiscal finalement. C'est un dispositif fiscal d'incitation à l'investissement. Voilà. Après le Pinel, il manquait évidemment quelque chose pour pouvoir
réamorcer l'arrivée des investisseurs. Donc ce dispositif est là, il faut s'en saisir. Évidemment, il est perfectible, hein, mais il faut s'en saisir parce qu'il est là et qu'il est pérenne. Vous êtes d'accord avec ça, Nolwenn Oui, Lamkamara? bien Ça sûr. pourrait faire revenir ces fameux investisseurs privés indispensables au lancement des programmes. C'est bien l'objectif. En tout cas, l'objectif. Juste, je rajouterais aussi qu'on a les frais de notaire réduits sur le neuf. Et oui, l'objectif était bien ça, c'est-à-dire que c'est de reconnaître le statut du bailleur privé comme étant un élément fondamental de l'économie du territoire. On a besoin de produire du logement, on a besoin d'avoir une offre locative, on a besoin aussi qu'il y ait une rotation du parc locatif, que effectivement des gens tout cela évolue dans le parcours résidentiel. Mmh. Et là, les contraintes sont les mêmes que le Pinel en termes de ressources et de niveau de loyer. Donc ça, c'est positif. Donc c'est effectivement cette vocation de redire aux investisseurs privés: allez, regardez de nouveau le neuf, on n'avait plus de dispositif et on a besoin effectivement d'accompagner cette impulsion. On rappelle aussi que dans le neuf, on peut donc avoir des frais de notaire réduits. Voilà, Cyril c'est Blanchard. ça. Alors, lorsqu'on passe chez le notaire, on paye des frais. Ces frais d'acte comprennent les taxes qui sont versées au Trésor public. Quand on achète dans le neuf, on est sur à peu près, on va dire, 6,5% de taxes calculé sur le prix, ça repart au département, à la commune, à l'État. Et lorsqu'on achète effectivement dans le neuf, on paye une taxe, non pas de 6,5, mais de 0,7% sur le prix hors taxe. Voilà, donc ça c'est une incitation fiscale aussi qui vient compenser le fait que le prix est évidemment plus élevé que dans l'ancien. Je voudrais juste qu'on dise un mot très rapide des dispositifs type le bail réel solidaire ou les primes pour les primo-accédants. Ça aussi, ça permet vraiment de pouvoir acquérir des logements dans le neuf. Votre regard là-dessus, Nolwenn Lamkamara? Un témoignage, c'est que le premier trimestre, effectivement, 2026, 60% des lots qui ont été vendus en résidence principale l'ont été à des primo-accédants. Ce qui est tout à fait en inédit, dehors, inédit, voilà, en dehors des règles communes. Donc tant mieux. Ça veut dire qu'effectivement, le neuf présente des avantages, que pour les primo-accédants, ils ont effectivement des aides et des capacités à pouvoir regarder cette acquisition-là. Ce qu'il faut, c'est être bien accompagné, choisir aussi son banquier, parce qu'on voit bien que toutes les banques ne jouent pas le jeu et c'est important de regarder ça et d'oser aussi aller à la concurrence et de s'interroger sur ses capacités et de les challenger. Et puis on a effectivement le BRS, le bail réel solidaire, qui se généralise en Bretagne et qui est une autre forme d'acquisition qui permet effectivement de baisser facialement le prix puisqu'on n'est plus sur le même niveau de TVA, on passe de 20 à 5,5. On sépare le foncier du bâti. On a fait déjà une émission consacrée au bail réel solidaire. Vous êtes au taquet. Et voilà. Et donc c'est effectivement un dispositif complémentaire. Il y avait également le PSLA. Aujourd'hui, de toute manière, moi j'ai l'habitude de dire, ce qu'il nous faut, c'est pas opposer les uns aux autres, c'est réussir à faire que tout le monde, quel que soit son projet, trouve sa place. C'est vraiment l'essentiel. Il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Aujourd'hui, peut-être au regard du contexte, est-ce que les promoteurs opèrent des ajustements pour être plus attractifs et si oui, lesquels, très rapidement On est beaucoup à avoir revu nos projets, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait réussir à retrouver des leviers pour recoller au budget de nos clients. Donc, on a travaillé avec les élus. Encore une fois, on ne fait rien seul. Et nous, on est extrêmement normés, extrêmement regardés. Donc, ce sont des discussions qu'on a eues régulièrement avec les élus. Je l'ai évoqué, on s'ouvre à d'autres territoires. On regarde aussi comment les choses peuvent se passer ailleurs. Et puis, évidemment, on fait de la pédagogie parce qu'on voit bien... il faut vraiment bien accompagner ses clients, il faut les rassurer, il faut prendre le temps de leur expliquer et ça, c'est un travail essentiel. Cyril Blanchard, vous souhaitiez quand même souligner que, justement, vu le contexte, un achat dans le neuf, c'est un investissement d'avenir en matière de patrimoine aussi. Absolument. Le fait de regarder le coût à l'entrée, c'est quelque chose, mais effectivement, il faut savoir se projeter sur l'avenir. Et concrètement, aujourd'hui... Le coût est effectivement plus élevé lorsqu'on achète dans le neuf, mais c'est un gage de qualité du bâti, donc de pérennité de l'ouvrage dans le temps. Et il ne faut pas oublier qu'on a une pression démographique, on a une offre de logement
qui est sous-dimensionné aujourd'hui par rapport aux besoins présents déjà, mais futurs. Ce qui veut dire que on sait très bien que plus la pression est forte, plus le prix, évidemment, grimpera plus tard. Donc, se projeter sur un investissement comme ça dans le neuf permet déjà d'économiser un certain nombre d'années de travaux, puisque avant qu'il y ait des choses à faire sur l'ouvrage, il se passera du temps. On consommera moins d'énergie aussi, et ça c'est vraiment essentiel aujourd'hui, puisque on le voit hein, depuis le conflit en Ukraine, on n'est pas sorti de l'auberge, et loin s'en faut. Donc forcément que cette pression de consommation d'énergie va être de plus en plus forte. Le coût du logement va devenir là encore un problème dans les années à venir. Donc investir aujourd'hui, c'est sans doute se préserver pour l'avenir et transmettre aussi dans de bonnes conditions, peut-être à ses enfants plus tard. Voilà, c'est un investissement, un bon investissement, comme Absolument. on dit. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette explication de texte sur le marché de l'immobilier neuf. Nous, on se retrouve la saison prochaine pour de nouveaux sujets et thématiques dans Avec vous au quotidien. D'ici là, portez-vous bien.